On doit renouveler en France un tiers de nos agriculteurs dans les 4 prochaines années. 150 000 exploitations partiront à la retraite dans les 4-5 prochaines années. C'est immense. Moi, en tant que citoyen français, c'est quelque chose qui est effrayant en réalité quand il y a pas d'autre secteur comme ça. Pour autant, on parle de notre alimentation, on parle de la qualité nutritionnelle des produits, on parle de souveraineté alimentaire souvent en France. Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Florian Bonjour Jean-Philippe, et bienvenue sur Oser. merci beaucoup de m'inviter. C'est avec grand plaisir. Florian, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de ton activité à travers Mimosa, que tu Mhm. nous expliques un petit peu ce que fait cette entreprise, comment tu l'as créée, et puis qu'on discute un peu plus particulièrement aussi en fait de la question du crowdfunding ou financement participatif, et aussi de ces enjeux face au financement de tout ce qui est agriculture durable et alimentation. D'accord, ok, avec grand plaisir. Et bah, pour commencer, peut-être que tu veux te présenter en quelques mots, nous parler peut-être de ton parcours et ce qui t'a amené à lancer l'entreprise? Ouais, donc je m'appelle Florent Breton, je suis le fondateur et CEO de Mimosa, qui est donc une plateforme de financement qui est exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. C'est une plateforme que j'ai lancée il y a tout juste 6 ans. Le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier. Après avoir réalisé un parcours professionnel dans une étape, on va dire, de première vie. Donc moi, je suis natif des Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. J'ai grandi en étant petit-fils de viticulteur, avec cette sensibilité, cette admiration pour le monde agricole. J'ai moi-même, étant un peu plus jeune, fait de la viticulture, de l'arboriculture et du maraîchage. Et puis après avoir réalisé une business school à Marseille, j'ai rejoint Paris, la capitale, pour bosser plutôt dans un premier temps dans l'univers des médias. J'étais chez Orange en tant que responsable des acquisitions sur la thématique football. Avant l'arrivée de beIN Sport ou autres médias pro, je travaillais justement sur l'acquisition de programmes sportifs pour enrichir une chaîne de télé sportive qui s'appelait Orange Sport à l'époque, avant de rejoindre le groupe M6 pour travailler plutôt sur des problématiques de diversification de business model, donc de stratégie. Et ensuite, j'ai tout abandonné en 2014 pour créer Mimosa, et je vous en expliquerai, je t'en partagerai un petit peu les raisons peut-être un peu plus tard, mais voilà, avec l'ambition vraiment de créer une plateforme qui soit le symbole, un vrai, euh, un vrai révélateur et un vrai accélérateur des transitions agricoles et agroalimentaires. Eh ben non, vas-y, je t'en prie, hein, lance-toi et explique-nous un peu Pourquoi comment j'ai bah, fait tu ça? as fait ce Ok, bah changement, du coup, pourquoi. par passion, j'ai toujours suivi l'évolution de l'agriculture à une époque finalement où, tu vois, entre 2005 et 2010, c'était assez peu avouable de s'intéresser au secteur agricole, qui n'était pas une Mhm. thématique extrêmement présente dans l'opinion publique. J'ai toujours suivi l'évolution des filières, l'évolution de la politique sur cette thématique-là, l'évolution des financements. Et je voyais très nettement s'accélérer différentes choses. Déjà, premièrement, euh, une petite forme de fragilisation quand même du secteur agricole français, qui est pour autant la première ferme agricole et la première puissance agricole européenne, liée à un certain nombre
de problématiques d'ordre conjoncturel et structurel, à la fin des quotas notamment qui sont arrivés un petit peu plus tardivement dans les betteraves, donc récemment, mais dans le lait un peu plus anciennement, avec notamment une libéralisation et une mondialisation aussi des prix, et avec des normes sociales et environnementales qui n'étaient pas toujours les mêmes, même entre les États membres de l'Union européenne, favorisant finalement aussi une concurrence intracommunautaire, ne mettant pas en position de force l'agriculture française, qui est une agriculture plutôt d'excellence. Et donc, c'était quelque chose que je suivais de très près. Je voyais un monde agricole qui était en recul en France, aussi sociétalement, avec des consommateurs pour qui c'est devenu une telle commodité dans les pays occidentaux et en France de se nourrir qu'il y avait un vrai détachement euh, avec l'assiette en premier lieu et derrière l'assiette avec les agriculteurs. Et je trouvais, d'un point de vue personnel et assez avec une vision un peu militante, que c'était une profonde injustice qu'il fallait corriger le plus rapidement possible. Et puis deuxièmement, je constatais aussi que le sujet du financement de l'agriculture était un sujet éminemment important, qui était adressé en France, et pas que en France, mais on va dire en Europe, mais on va parler de la France, à la fois par l'UE, l'Union européenne, par la voie de la politique agricole commune, bien évidemment, mais aussi par les banques mutualistes, qui dominent aujourd'hui 97% du financement de l'agriculture. En premier lieu, le Crédit Agricole, en deuxième lieu, le Crédit Mutuel, et en troisième lieu, la Banque Populaire. Les trois ensemble, c'est 97% du financement de l'agriculture française par la voie du crédit. Et donc ça, ce schéma-là, les banques mutualistes qui financent l'agriculture française, est un schéma finalement qui n'a pas évolué depuis un peu plus d'un siècle. La politique agricole commune est arrivée en France, a été actée en 1957. Ça a été la première politique communautaire qui a été vraiment le fondement de l'Union européenne, mais a été mise en application à partir de 1962. Mais exception faite à ce genre d'évolution sur le financement de l'agriculture, il n'y a pas vraiment eu d'évolution depuis un siècle, en tout cas sur le crédit. Et donc, avec l'émergence un petit peu dans les années 2010, à la fois des premières plateformes de financement, avec l'émergence aussi tout doucement, hein, en 2010, de la prise de conscience sociétale, des gens qui commençaient à s'intéresser à leur alimentation par la voie des AMAP, notamment dans les territoires, ou de la ruche qui dit oui, qui commençait à émerger par des labels comme Bienvenue à la ferme, qui sont des marques, qui est une marque des chambres d'agriculture. Je voyais très nettement que cette prise de conscience allait s'accélérer, que les citoyens français allaient être désireux dans les années à venir de se reconnecter à leur alimentation et donc inévitablement à l'agriculture. Et par ailleurs, je voyais très bien aussi que l'agriculture était en pleine transition, mais pas que écologique, mais également sociale et économique. Et donc pour moi, ce qu'il était important de révolutionner pour accélérer cette transition sociale, économique et environnementale, c'était soit de responsabiliser les consommateurs par la voie de leur consommation. Forcément, quand on veut plus de bio et qu'on consomme plus de bio, eh bien, on accompagne des transitions vers l'agriculture biologique, forcément. Et même si c'est pas si simple que ça, et on pourrait en parler peut-être un peu plus tard. Et quand on souhaite aussi accélérer cette transition, le levier principal, le levier majeur, c'est de s'intéresser au financement. Et c'était un sujet qui n'avait pas été vraiment abordé. Personne n'avait peut-être osé affronter le sujet du financement de l'agriculture. Je ne vais pas parler d'affronter les banques mutualistes, bien évidemment, puisqu'en réalité, on voit bien qu'on est complémentaires, mais vraiment de s'intéresser à ce sujet-là. Et si je devais faire un petit parallèle historique par rapport au financement de l'agriculture, euh, au milieu du XXe siècle, grosso modo, la migration rurale en France au profit des villes, puisque c'est un phénomène qui est quand même ancien, cette urbanisation. Donc cette migration rurale devient supérieure et croît naturellement, naturelle. Enfin, il y a une vraie exode de la campagne vers la ville, et la révolution industrielle, si on se projette vraiment à la fin du XXe siècle, est clairement en marche. Dans ce contexte-là, les banques se développent. C'est un petit peu la naissance des premières banques, mais elles ignorent le monde rural. Et c'est à ce moment-là, en réalité, que les financements qui étaient plutôt conçus pour des négoces dans l'agriculture et l'agroalimentaire, pour l'industrie,
ne sont plus vraiment adaptés aux caractéristiques spécifiques de l'agriculture de la fin du XXe siècle, qui commence un petit peu à 19e du grossir. coup. Ouais, exactement. Enfin, de la fin du XXe siècle. Donc, enfin, de la fin du XIXe siècle. Oui, pardon, t'as parfaitement raison. Donc, parce que Pas de depuis tout à l'heure, souci. je parlais du XIXe siècle. Excusez-moi. Oui, je De note. la fin du XIXe siècle. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le même parallèle que nous sommes en train de vivre Mm. depuis le début du XXIe siècle. Donc 130, 140 ans après, puisque aujourd'hui, l'agriculture a considérablement évolué. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une agriculture qui s'est intensifiée, qui, euh, qui a grossi en termes de taille et capacité de production, puisque la première vocation de l'agriculture reste de nourrir les populations, et c'était le pari et l'orientation de la politique agricole commune aussi en permettant aux agriculteurs d'accroître leur surface et leur productivité. Mais désormais, l'agriculture est en pleine révolution, en pleine évolution, comme je le disais, sociale, renouvellement des générations, beaucoup plus de hors-cadres familiaux qui s'installent dans ce secteur-là, dans ce secteur. Diversification, révolution économique, diversification des business models. L'agriculture aujourd'hui fait d'autres activités que seulement produire de l'alimentation. Et puis une révolution écologique et environnementale. Et aujourd'hui, en 2020, 2021, euh, les financements ne sont plus adaptés aux caractéristiques de la triple transition du secteur agricole. Donc c'est un petit peu le parallèle le parallèle avec l'histoire et donc la fin du 19e siècle que nous sommes en train de vivre 130, 140 ans après. Bah, écoute, génial, c'est une super introduction pour rentrer dans le vif du sujet et des enjeux. Alors, j'aime bien, moi, toujours un peu définir les termes du sujet, hein, c'est mon côté prépa. Et du coup, pour être sûr de bien, de bien comprendre en fait de quoi on parle, est-ce que tu pourrais en fait déjà nous définir un petit peu ce que c'est que le financement participatif? Mm. Comment vous le faites chez Mimosa? Qu'est-ce que ça recouvre en fait comme type de financement? En quoi c'est différent des types de financement et notamment du crédit qui peut exister aujourd'hui à travers les banques mutualistes dans le secteur agricole? Qu'on puisse essayer de comprendre en fait pourquoi il y a une différence, quel est l'intérêt à la fois pour bah, les épargnants, mais aussi pour ceux qui reçoivent ces financements. Et puis après, on pourra parler des spécificités un peu plus sur le financement du monde agricole. Avec plaisir. Donc du coup, le financement participatif est né en France aux alentours enfin à travers les plateformes, parce que sinon le financement par la foule est très ancien, et c'est vrai que les acteurs du marché du financement participatif aimaient bien rappeler euh, que euh, que financement, par exemple, quelques exemples comme la Statue de la Liberté avait été un modèle de financement participatif en son temps, bien évidemment. Donc le financement vraiment par la foule, plein de gens qui micro-donnent d'une certaine manière pour soutenir un projet, c'est extrêmement vieux. Mais par la voie d'Internet, c'est arrivé en France plutôt en 2007, avec des entreprises comme Babylon et My Major Company qui avaient été très connues à l'époque pour soutenir notamment et amorcer le développement d'artistes musicaux. On se souvient tous de cette chanson de Grégoire, Toi plus moi, puis ensuite certains artistes comme Irma qui étaient passés par la voie du financement par la foule. Et donc c'est né vraiment en 2007. Donc le principe est simple, c'est qu'à travers une plateforme internet, aujourd'hui, il est donné la possibilité à chacun d'entre nous en tant que citoyen de donner du sens et du pouvoir à son argent et de financer de manière désintermédiée, si toutefois on considère que la plateforme n'est pas un intermédiaire, vers l'économie réelle, vers un projet. Et donc de financer ces projets, de donner accès finalement à des porteurs de projets, à l'épargne des Français, mais de manière complètement désintermédiée, là où c'est historiquement plutôt le rôle des banques de transformer l'épargne des Français pour les allouer à des projets court, moyen, long terme sur les territoires français. Ça, c'était l'activité historique des banques de détail. Et c'est vrai que les activités de marché bancaire ont un petit peu quelquefois détaché la banque de son activité originelle,
Mais en tout cas, c'était ça le rôle vraiment premier et primaire des banques. Et donc, le financement participatif est né de cette volonté aussi sociétale de soutenir l'économie réelle, de soutenir des porteurs de projets. Alors, au départ, le crowdfunding, le financement par la foule, est né vraiment par le premier modèle qui est le don avec contrepartie en nature. My Major Company, c'était ça, même s'ils avaient un modèle un peu plus évolué, qui est un modèle aussi de royalties. Vous pouviez, à l'époque, euh, percevoir en même temps un intéressement aux ventes des albums, mais c'était vraiment le premier instrument, le don. Le financement participatif s'est développé rapidement. D'autres plateformes sont arrivées généralistes aussi en 2009, avec notamment Ulule, KissKissBankBank en France, mais c'était une industrie qui commençait à se développer aussi dans les pays euh, anglo-saxons, notamment. On connaît pas mal en France une boîte qui s'appelle Kickstarter, qui est dédiée aux produits tech plutôt, très innovants. Et puis ensuite, cette finance se développant, en France, on s'est intéressé au crédit et le crédit était le monopole des banques, une exception culturelle française de plus. C'est vrai que le marché n'avait pas été ouvert, libéralisé, les régulateurs étaient plutôt conservateurs sur le sujet. Et puis finalement, ça a commencé un petit peu à s'ouvrir. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie et des finances, avait positionné par une loi une brèche permettant d'ouvrir le marché du crédit et aussi du marché du capital risque, de l'equity. Et donc, finalement, à partir de fin 2014, ce monopole bancaire a été cassé et il est permis aujourd'hui en France, depuis 2014, fin 2014, à des plateformes d'intermédiaires de sélectionner et d'accompagner des entreprises françaises, des TPE, des PME, dans leur emprunt, là où c'était encore une fois le monopole des banques jusqu'à fin 2014, et qui finance de l'autre côté, ce sont des épargnants, des gens comme toi et comme moi, Jean-Philippe, qui, là aussi, dans la veine du don avec contrepartie, souhaitent donner du sens, de l'impact, de la transparence à leur épargne, mais ce coup-ci, on peut vraiment parler en plus d'un produit de placement, puisqu'on prête à une entreprise française, et cette entreprise nous rembourse avec des intérêts sur le placement et finalement sur l'octroi du capital qu'on a réalisé, des placements qui peuvent tourner aux alentours, enfin en fourchette entre 3 et 11% selon les thématiques. Donc en plus une épargne qui produit du rendement et qui apporte plus de rendement que l'épargne dite réglementée, puisqu'aujourd'hui on le sait, tous les livrets d'épargne sont assez peu rémunérateurs, que ce soit le livret A, le LDDS ou le plan épargne logement ou CEL, quoi. Donc voilà. Et donc cette industrie c'est très largement développée en France. Et pour te donner un ordre d'idée, maintenant en France, on est à peu près à 1 milliard d'euros déployés par an. Enfin, non, oui, enfin, l'année dernière c'était 1 milliard. En tout, on est à bien plus que ça, mais 1 milliard sur l'année 2020, qui est une année de crise, c'est 150% de croissance par rapport à 2018. Donc c'est vrai que l'industrie a doublé en l'espace de 24 mois. Donc 1 milliard en 2021. Au Royaume-Uni, c'est déjà près de 5 milliards de livres sterling qui sont déployés dans l'économie réelle euh, chaque année, enfin oui, au Royaume-Uni. Et donc on voit que la France a à peu près 4-5 années de retard sur le Royaume-Uni, mais par contre reste une locomotive en Europe continentale, puisque le deuxième pays derrière la France est l'Allemagne, qui est à peu près à 800-900 millions d'euros déployés chaque année. Donc c'est une industrie qui est appelée à peu près qui est estimée qui va certainement déployer dans les 4 à 5 milliards d'euros dans les 3-4 prochaines années, donc qui rencontre une très très forte croissance, avec encore une fois 3 instruments de financement: le don avec contrepartie, le prêt, donc le crédit, et le capital risque, l'equity, où on pourrait trouver aussi une dérivée du capital risque, c'est ce qu'on appelle les obligations convertibles en actions, les OCA. Donc là aussi, c'est des choses qui sont mises en application en France. Donc c'est une industrie qui se développe très bien. Par rapport aux banques, donc si jamais on pouvait faire le parallèle avec ce qui est le plus proche de l'univers bancaire, c'est le crédit. Et le crédit, c'est en réalité 75% du milliard dont je t'ai parlé D'accord. il y a quelques instants. C'est vraiment l'univers du crédit qui domine aujourd'hui très largement euh, le développement
de cette finance dite alternative, mais même si j'aime pas trop ce nom parce que l'alternative est à la fois une forme d'opposition à un ancien monde peut-être, alors qu'en réalité on voit très bien que l'avenir est plutôt à l'hybridation des financements plutôt qu'à l'alternative et au remplacement. Et l'alternative aussi souvent évoque le côté on prend des choses que ne veulent pas les autres, quoi. Servez-vous dans nos poubelles et ça va bien se faire, quoi. Là où en réalité la complémentarité étant très forte, on cofinance des projets souvent qui sont financés par les banques traditionnelles. Donc par rapport aux banques, aujourd'hui ce qui est très clair, c'est que les plateformes de manière générale, et encore plus dans les pays anglo-saxons, mais ça s'accélère en France, permettent à des entreprises de financer leurs projets de manière simple, rapide et beaucoup plus flexible. Après, il y a tout un volet de communication, de marketing, d'acquisition de clientèle, de notoriété qui peut en plus se greffer à la collecte. On parle vraiment là du crédit, mais c'est valable aussi pour les autres. Mais tous n'ont pas un intérêt à cela. Si on finance par exemple une PME qui est, je sais pas, qui se lance ou qui se développe dans l'imprimerie, bon, l'aspect inclusif, communication sociétale pour une entreprise très B2B n'est pas déterminant. Par contre, aujourd'hui, des entreprises dans le crédit généraliste comme October, notamment en France, et je salue au passage Olivier Goy, permettent quasiment une instantanéité dans les financements, à la fois dans l'analyse des dossiers, mais également dans l'octroi de crédit sur des collectes qui peuvent monter jusqu'à 2-3 millions d'euros sans grande difficulté. Et quand on monte à 3 millions d'euros, c'est pas instantané. Les collectes à 100 000 euros sur October sont quasi instantanées, me semble-t-il. Mais sur du 2-3 millions d'euros, ça va durer 2-3 jours, quoi. Et ça, c'est imbattable. Aujourd'hui, aucune banque traditionnelle, mutualiste ou nationale n'est en capacité, en réalité, de sélectionner de manière quasi instantanée et d'octroyer de manière quasi instantanée des crédits. Donc je pense que c'est la première voie de disruption et d'amélioration du parcours client qu'offrent les plateformes, remettant forcément en question les équilibres et poussant les banques aussi à innover. Et c'est ça le bon sens de la disruption, selon moi, c'est que il y a des pionniers qui permettent à une industrie qui est bien évidemment très massivement plus grande que nous, aussi d'évoluer, d'innover, d'être challengée pour permettre des expériences qui sont bénéfiques aussi pour les entrepreneurs. Et puis après, derrière, il y a la flexibilité. Souvent, ce sont des plateformes qui offrent en plus des financements sans garantie caution nantissement, permettant de soulager ce qu'on appelle les actifs personnels ou professionnels des entrepreneurs. Et puis la voie de la communication, et c'est là le lien plutôt avec le secteur agricole. Aujourd'hui, nous concernant, c'est vrai que l'agriculture souhaitant aussi se rapprocher de la société civile, de ses consommateurs finaux, même quand on est dans des filières qu'on appelle longues, c'est-à-dire transformées avec beaucoup d'intermédiaires avant qu'elles soient dans l'assiette des Français, à ne pas confondre avec les filières courtes qui sont finalement quasiment par une voie, on va dire, directe ou indirecte avec le consommateur final. Qu'on soit dans une filière courte ou longue, l'agriculture aujourd'hui a besoin de communiquer positivement sur son métier, a besoin de se rapprocher de ses consommateurs et de la société civile. Et si vous rajoutez à la simplicité, à la flexibilité, à la rapidité, en plus les éléments d'image que souhaite encore une fois l'agriculture et que souhaitent les consommateurs en se rapprochant du secteur agricole, ben là finalement ça fait un petit peu la magie aujourd'hui de Mimosa, puisque aujourd'hui, Mimosa, en l'espace de 6 ans, a accompagné plus de 4500 projets. C'est un record mondial pour une plateforme thématique. On a déployé plus de 60 millions d'euros et c'est plus de 150 nouveaux projets par mois cette année. Donc il y a une très très forte croissance. On est présent en France et en Belgique. Et sur ces 60 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, en fin d'année, on sera à peu près certainement dans les 75, entre 75 et 80 millions d'euros déployés, dont 35 sur cette seule année 2021. Donc, chaque année est une année où on double quasiment, voire un peu plus selon des années. Ce qui prouve à la fois, ce qui valide à la fois le double intérêt, c'est-à-dire l'intérêt côté agriculteur ou entreprise agroalimentaire de passer par la voie de Mimosa pour financer son projet d'installation, création ou développement, diversification, mais également aussi valide de fait
l'intérêt des investisseurs que nous sommes tous, Mhm. particuliers ou professionnels, pour financer une économie agricole et agroalimentaire qui est en plein changement de modèle, en pleine transformation, et qui est au cœur, encore une fois, et ça c'était aussi c'est la mission de Mimosa et c'est ma vision initiale, au cœur de tous les grands enjeux du XXIe siècle. Il n'y a pas deux secteurs aujourd'hui dans les économies mondiales qui ont à la fois cette singularité et cette responsabilité planétaire de se transformer, puisque l'agriculture, c'est à la fois les enjeux démographiques mondiaux. Hein. Je rappelle juste qu'on a quand même 11 milliards, entre 10 et 11 milliards d'êtres humains à nourrir dans 28 ans maintenant. Donc il y a une nécessité de production assumée. Hein. Ceux qui défendent une agriculture la plus petite possible dans des pays producteurs comme la France, c'est un petit peu suicidaire à l'échelle des 30 prochaines années, puisque la France, comme d'autres pays, a une responsabilité mondiale à nourrir les populations. Donc il faut produire. Donc l'agriculture, c'est la démographie, c'est le climat, stockage de carbone, c'est l'environnement, production de biodiversité, c'est les énergies renouvelables, production de biométhane, biogaz, solaire sur hangar, solaire sur serre, solaire sur sol, agrivoltaïsme. C'est l'alimentation, bien évidemment, c'est la santé, les enjeux sanitaires. Et quand on s'intéresse aux objectifs du développement durable, ben, l'agriculture, c'est 10, 11 des 17 ODD. Et ça, c'est unique. Donc, on a une responsabilité aussi en tant qu'investisseur à accompagner cette triple transition pour pouvoir répondre aux défis qui sont devant nous. Alors, je t'interromps une seconde, Florian, avant qu'on reparte sur la question de l'agriculture et plus précisément du financement de l'agriculture, hein, parce que j'ai pas mal de questions autour des Oui. modèles de financement, des problématiques que ça peut causer et en quoi en fait le crowdfunding peut aider. Mais juste un point avant de rentrer là-dedans sur la position de l'épargnant sur du crowdfunding, que ce soit à travers donc du don, du crédit ou du capital, enfin de l'actionnariat. Euh, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un épargnant donc aurait intérêt à se tourner vers une plateforme comme Mimosa ou comme Lita ou autre pour financer en fait des projets plutôt que se tourner vers un livret A ou autre? De ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est à la fois déjà pour en fait financer des projets enfin, qui nous parlent réellement, mais aussi au niveau financier parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de rémunération finalement des intérêts par rapport à ces projets. Oui, bien évidemment. Alors, si on en revient un petit peu au rôle de l'épargne, même pour recontextualiser les choses, historiquement, l'épargne c'est plutôt un levier. Alors, je vais rester un peu franco-français parce que c'est vrai on a un rapport à l'épargne qui est particulier aussi en France, mais c'est plutôt un levier pour réaliser des projets, payer les études de ses enfants, acheter sa résidence principale, préparer sa retraite. Et c'est vrai que les Français sont des gros collecteurs. On fait partie des plus gros collecteurs en Europe. C'est, je crois, quasiment 15% qui est dédié de nos revenus qui est dédié à l'épargne. On a un encours qui est immense hein, en France. Je crois qu'on va atteindre quasiment les 5500 milliards d'euros d'encours sous gestion finalement aujourd'hui. C'est plus de 2 fois le PIB français. Depuis le premier confinement, donc en mars 2020, il y a un peu plus d'un an, les Français ont stocké un peu plus de 200 milliards d'euros d'épargne. Mais aujourd'hui, à quoi sert cette épargne? Et c'est là maintenant le sujet un petit peu du moment auquel s'intéresse un certain nombre de Français, mais également poussé par un certain nombre d'ONG comme Oxfam qui commencent à interpeller sur les enjeux de l'épargne. Et aujourd'hui, souvent, on pourrait reprocher aux banques de créer des produits d'épargne euh, assez marketing. On peut parler du livret de développement durable et solidaire, par exemple le LDDS, qui est marketé un petit peu comme, encore une fois, un livret de développement durable, donc finalement avec une, une forme d'éco-conditionnalité derrière. On pourrait penser que ça sert à financer ce genre de projet. Pour autant, le LDDS, il faut savoir que 60% de cette épargne-là, et c'est 500, le LDDS et le livret A ensemble, c'est à peu près dans les 600 milliards d'euros, donc c'est quand même pas une paille, hein, comme on pourrait dire. Donc le LDDS, 60% à peu près de l'épargne de ce livret est centralisé
par la Caisse des dépôts, donc qui est le bras armé de l'État. Et les 40% restants, donc si vous placez 100 euros dans un LDDS, 40 euros aujourd'hui sont conservés par les banques, 30 servent à financer les entreprises locales sans éco-conditionnalité, et 10 servent à financer finalement des projets de rénovation thermique, notamment, ou de quelques sujets dans le développement durable et solidaire, mais seulement 10 en réalité. Ok. Donc c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, on voit très bien, il y a dernièrement eu, je vous invite aussi à consulter le baromètre de la finance solidaire qui est paru il y a pas très longtemps avec par la rédaction La Croix. On voit très bien que la finance solidaire est en pleine émergence. Elle croît chaque année d'à peu près 30-35%. Donc c'était 15 milliards d'euros en 2019. C'est désormais 20 milliards d'euros, mais on pourrait dire 20 milliards sur les 5 500 milliards d'euros. Ce qui est rien en réalité, puisque ça sert à financer historiquement plutôt des projets d'utilité sociale et environnementale. On connaît aujourd'hui l'urgence sociale qui est la nôtre aussi, même dans les pays développés, au regard de la crise qui a traversé notre société, notre économie. On connaît aussi, on peut pas dire on n'a pas connaissance désormais des enjeux climatico-environnementaux du XXIe siècle. Pour autant, cette épargne est mal fléchée. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, au-delà de l'alimentation, donc c'est en cela finalement que l'agriculture coche plein de cases, mais au-delà de l'agriculture et de l'alimentation, il y a une vraie prise de conscience qui commence à opérer dans l'esprit des Français, et des Français, des investisseurs et même des investisseurs professionnels, des grands groupes, des fondations, des associations, des gestionnaires d'actifs qui souhaitent orienter l'argent vers des projets d'utilité sociale et environnementale. Et là, je pourrais citer plein d'enquêtes qui ont été réalisées, mais il y en a une dernière encore qui a été réalisée par IFOP, qui prouve que, enfin, qui met en exergue le fait que plus de 75% des Français souhaitent désormais mettre au service de causes durables et environnementales leur épargne. Et donc c'est en cela finalement, comme tu le citais tout à l'heure, que les plateformes permettent aussi un accès à l'économie réelle et donc à des enjeux sociaux et environnementaux de manière désintermédiée et sélectionnée. Alors, je vais te poser une question à laquelle tu n'as pas forcément la réponse, hein, mais qui est plus une réflexion, moi, pardon, par rapport à cette année de discussion avec différents acteurs de la finance Oui. durable, de financement participatif ou autre, où j'ai comme l'impression en fait que oui, ça se développe, le financement participatif. Oui, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, mais est-ce que c'est pas réservé, entre guillemets, à une certaine élite éclairée, éduquée, qui a suffisamment d'épargne pour se permettre, en fait, de financer en side, entre guillemets, aussi ce genre de projet? Et est-ce qu'il faudrait pas essayer d'imaginer un modèle, en fait, qui permet de prendre l'argent des livrets LDDS ou des livrets A, etc., pour l'injecter directement et le laisser gérer par les gestionnaires de Mimosa, Lita, Enco sur des projets locaux et qui ont un vrai impact. Est-ce que ça, c'est... Parce que c'est quand même assez difficile de choisir, de se dire, enfin, je, je vais mettre tout mon argent là, je vais prendre des risques. Comment est-ce qu'on peut en fait essayer de passer à l'étape supérieure? Ou est-ce que c'est envisageable ou non? Alors, par rapport à ta première question sur est-ce que c'est pas réservé à une certaine élite, en fait, c'est un petit peu le même sujet que sur on retombe un petit peu dans les mêmes travers que sur l'alimentation. J'adore. En plus, on est dans un double secteur, nous, agriculture, alimentation et la finance durable à impact, où finalement les parallèles et les analogies sont très nombreuses. Quand on parle de l'alimentation aujourd'hui, souvent en France, on dit attention, si jamais il y a une transition trop massive qui opère, bien évidemment, on n'est pas souverain aujourd'hui sur la consommation des fruits et légumes. Il faut savoir qu'en France, Mhm. on importe 60%, entre 50 et 60% de notre consommation de fruits et légumes, c'est immense, hein. Ouais, c'est On n'est c'est pas énorme. souverain sur la consommation de bio, puisqu'on a une demande qui est beaucoup plus forte qu'une production. Et si l'agriculture et notre alimentation, en tout cas l'agriculture, monte trop vite en gamme, on peut se confronter à l'enjeu du prix
Et donc, on veut pas, bien évidemment, dans le modèle social qui est le nôtre, et puis même d'un point de vue accessibilité à une alimentation saine et de qualité, fragmenter les consommateurs, les segmenter entre une élite qui a accès à une alimentation de qualité, voire biologique, voire agroécologique bio, et une autre partie de la population qui a accès à une alimentation qui est de moindre qualité. Donc du coup, on tombe toujours dans ce genre de débat-là. En réalité, il faut regarder aussi le budget des ménages qui est consacré à l'alimentation pour essayer de dépassionner le sujet par rapport à cela. Et on voit que le budget consacré à l'alimentation a fondu depuis les 20 dernières années, notamment au détriment de l'immobilier, de la santé, mais également, surtout, je dirais, des loisirs et des télécommunications. Donc, chacun doit être aussi conscient et prendre ses responsabilités par rapport au budget et au juste prix de la bonne alimentation. Et c'est un peu pareil sur le sujet de l'épargne. C'est-à-dire que on ne sélectionne pas, nous, par rapport au portefeuille des Français. La seule chose qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il est non pas que d'utilité publique, mais il est d'utilité mondiale de se dire, quand j'ai un petit peu d'épargne, il faut que je consacre, et nous, la voie qu'on porte, c'est 1% de notre épargne à des projets d'utilité sociale et environnementale. Peut-être qu'un jour on dira 10, mais aujourd'hui on dit déjà 1. Et quand on a lancé un mouvement en début d'année 2021 qui s'appelait Objectif 1%, avec un tas d'acteurs, médias, de la finance solidaire aussi et à impact. Donc on a initié ce mouvement-là, objectif1%.com, que vous pouvez voir avec beaucoup de vidéos, de tutos notamment sur comment mieux gérer son épargne, etc. Ben, c'était clairement ça, parce que le constat, c'était les 15 milliards finance solidaire et à peine sur 5 000 milliards, ça faisait 0,29% à l'époque. Bonne nouvelle, en passant à 20 milliards, c'est désormais 0,40%. Nous, notre objectif reste 1%. Et donc, je pense qu'il est, il est utile aujourd'hui de consacrer 1% de son épargne à des projets d'utilité sociale et environnementale. Surtout que, dans le même temps, on sait que notre argent ne dort pas, confère Oxfam, et que 70% de l'épargne des Français aujourd'hui sert encore à financer des projets dans les énergies fossiles, donc destructeurs aussi de biodiversité, et contributeur positif aux effets au dérèglement climatique mondial. Donc, l'argent ne dort pas. Les Français ont en moyenne 25 000 euros d'épargne qui est stockée. 2500 euros, c'est un aller-retour Paris-New York en termes d'émissions carbone. Donc, chaque année, les Français, sans le savoir, font 10 allers-retours Paris-New York, juste en laissant de l'argent dans les en banque sans forcément y donner une utilité sociale et environnementale. Et donc, la prise de conscience et la responsabilité, en tout cas, qu'on propose, c'est de consacrer 1% de son épargne à des projets d'utilité sociale et environnementale. Donc, est-ce que c'est que pour une élite? La réponse est non. Et nous, on le voit quand on s'est lancé, pour aller un tout petit peu plus loin dans cela. Il est vrai que quand on a lancé Mimosa en 2016, on faisait que du don. On a lancé le crédit en 2018. En 2018, sur les 18 premiers mois, on a eu un mélange de early adopters et de gens qui fréquentaient déjà d'autres plateformes. Donc, ils n'étaient pas pour 60-70% exclusifs à Mimosa. Ils étaient multiplateformes, plutôt très urbanisés, avec plutôt dans les CSP, dans des CSP élevés. Ils étaient très rationnels, diversifier leur portefeuille, que ce soit sur Mimosa ou sur plein de thématiques. Et donc, tu pourrais simplifier en disant c'est une élite, sauf que aujourd'hui, en 2021, cette communauté-là est proportionnellement plus petite, chez nous en tout cas, je dis pas chez les autres, parce que nous, on a un produit d'épargne, encore une fois, l'agriculture et l'alimentation, qui touche le cœur et qui touche au patrimoine des Français. Et donc, on a massifié aussi notre développement, notre communication, permettant désormais à des gens qui sont dans tous les territoires et de tous CSP de consacrer un petit peu d'épargne à des projets Mimosa, donc en lien avec la transition agricole et agroalimentaire. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi dans notre accélération et qu'on identifie très bien. Après, il est vrai que aujourd'hui, on peut mieux faire dans les collecteurs notamment parce que on reste tous
des plateformes et des entreprises qui, en fonction des entreprises, ont soit capitalisé, levé de l'argent et ont eu un petit peu de moyens pour développer leur notoriété, leur image et leur acquisition de clientèle. Pour certains, pas tant que ça. Et chez Mimosa, on a réalisé donc trois levées de fonds, 1, 3 et 7,5 millions aussi, pour développer notre marque, notre notoriété et continuer notre travail et notre mission pour accélérer la transition agricole. Mais pour autant, ça reste aussi des petits moyens. Et on voit que les grands collecteurs aujourd'hui sont pas vraiment au niveau. Alors c'est facile de dire ça, mais il faut qu'on travaille mieux ensemble. Dans la finance solidaire, le premier collecteur, ça reste les entreprises, l'épargne salariale. Le deuxième, c'est les banques. Problème, 30% à peine de la finance solidaire. Et le troisième, ce sont les entreprises solidaires labellisées, notamment Finansol. Euh, et donc, il y a quelque chose à faire, bien évidemment, sur les produits structurés, les produits d'assurance vie notamment. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de lobbying et de plaidoyer à réaliser, surtout avec une nouvelle période, une séquence politique qui va s'ouvrir à partir de la rentrée avec les présidentielles en 2022. Il faut que la voie de la finance durable à impact ou solidaire émerge fortement pour travailler ces sujets-là, parce que quand on veut, en France, on peut. On a une masse qui est immense. Quand on veut défiscaliser, on sait le faire. L'immobilier est une thématique ultra défiscalisée, hein. Je ne vais pas rentrer dans toutes les règles, mais c'est une industrie qui est ultra défiscalisée. On peut même pas parler de niche fiscale, quoi. C'est un building fiscal, quoi, la fiscalité, l'immobilier chaque année. On a les assurances vie qui sont défiscalisées, moyennant en réalité juste le fait de conserver son argent pendant 7-8 ans en banque, mais il n'y a pas d'éco-conditionnalité. Il suffirait là aussi de s'intéresser à la plus grande manne aujourd'hui d'épargne des Français, c'est l'assurance vie. C'est 2600 milliards d'euros d'encours sur les 5000, donc c'est la moitié. Pourquoi pas, soyons audacieux, positionner sur une partie de ces encours une éco-conditionnalité, et là, le marché va s'ouvrir très massivement, et c'est là aussi que les plateformes, en tant qu'intermédiaires et en tant que canalistes sélectionneurs de projets de qualité, grossiront, et c'est déjà ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons. Ok, et oui, effectivement, je te posais cette question, surtout parce que pour moi, en fait, la limite, mais c'est une impression, et je pense que ça peut nous emmener très loin sur la réflexion, mais vient du fait que euh, je pense qu'on touche une masse critique à un moment donné quand on n'est plus dans un rapport forcément direct, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de se préoccuper. C'est comme dans tout système plus ou moins démocratique, à partir du moment où il y a une certaine masse de gens, on se rend compte que c'est finalement une minorité qui est active et qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans l'inactivité parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie. Donc, pour moi, c'est pour opérer un basculement de financement, c'est comment est-ce qu'on arrive à, comme tu le dis, prendre en fait cette manne financière qui existe, qui est disponible sur l'assurance vie, qui est disponible sur le livret A, et autres, pour finalement aller le mettre sur ces projets qui sont des projets essentiels. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Je partage ton avis. Alors maintenant, si on se rapproche à nouveau de l'agriculture et pour parler plus spécifiquement en fait du financement de l'agriculture, alors tu l'as rappelé, j'avais pas ce chiffre en tête, c'était 97% en fait des projets agricoles qui sont financés par des banques mutualistes, c'est ça? Ouais, exactement, tout à En fait. France, je trouve que c'est complètement hallucinant. Et comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà bah, pourquoi est-ce que les agriculteurs se financent auprès des banques? De quelle manière ils se financent auprès de ces banques? Et pourquoi est-ce que c'est un problème ou non en fait pour eux? En fait, historiquement, comme je le disais, le crédit par la voie du mutualisme est arrivé à la fin du 19e siècle, hein, notamment par la voie du crédit agricole. Les banques mutualistes se sont développées historiquement en France avec leurs atouts, qui est notamment la proximité territoriale. Donc, il est vrai que aujourd'hui, une caisse mutualiste, que ce soit du crédit agricole, du crédit mutuel ou de la banque populaire, a une approche territoriale qui est très forte, avec une connaissance parfaite des filières locales, de l'écosystème partenarial local, à un accès direct au financement aussi à travers les agences,
la proximité qu'elles créent avec leurs clients, le maillage territorial qu'elles ont historiquement tissé par l'intermédiaire aussi de leurs collaborateurs, entre autres. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire avec les banques mutualistes qui est très affinitaire et très connectée à l'histoire de l'agriculture qui, bien évidemment, est une histoire de proximité et de territoire en France. En Ok. même temps, les territoires français sont aussi des territoires avec leur propre climat. Donc, c'est aussi important de connaître ces parties-là pour, notamment, on l'a vu quand on traverse un épisode de gel, comme ça a été le cas récemment, aussi pour identifier très parfaitement et en connaissance les risques, euh, itérer dessus, progresser et pallier et identifier un petit peu les dérèglements à venir aussi sur son territoire. Pour autant, aujourd'hui, comme je le disais, l'agriculture est en pleine évolution et révolution. Euh, Transition sociale, on doit renouveler en France un tiers de nos agriculteurs dans les 4 prochaines années. 150 000 exploitations partiront à la retraite dans les 4-5 prochaines années. C'est immense. Moi, en tant que citoyen français, c'est quelque chose qui est effrayant en réalité quand il y a pas d'autre secteur comme ça. Pour autant, on parle de notre alimentation, on parle de la qualité nutritionnelle des produits, on parle de souveraineté alimentaire souvent en France. Dans un pays comme la France, de se dire qu'on a quand même à 150 000, un tiers de nos agriculteurs à renouveler dans les 4-5 prochaines années, c'est effrayant d'un point de vue citoyen. Et d'un point de vue entrepreneur du financement de l'agriculture, en réalité, pour moi, c'est une énorme opportunité parce que aujourd'hui, on le voit, la moitié des agriculteurs qui s'installent en France sont ce qu'on appelle hors cadre familiaux, c'est le renouvellement social, la transition sociale dont je parlais, puisqu'historiquement, le schéma de renouvellement dans le secteur agricole, c'était un schéma transmission-installation. Comme c'est un secteur qui est encore principalement masculin, je vais rester dans cette tradition. Donc c'est papa qui transmettait sa ferme à son fiston ou à ses enfants, même s'il y a une féminisation grandissante de l'agriculture en France, et c'est une bonne nouvelle, notamment les femmes innovent énormément et communiquent très très bien, et sont très très fortes aussi dans les pratiques agronomiques. Euh, mais donc du coup, le schéma, c'était une transmission-installation. Donc transmission-installation égale, quand on est dans l'univers de la finance, aussi une transmission et des actifs Mhm. immatériels et matériels permettant à des banques qui souhaitent financer la reprise d'exploitation pour moderniser, d'être sécurisées par des garanties et un business model qui est l'héritage du papa, du grand-père, etc. Donc c'est extrêmement rassurant. Sauf qu'aujourd'hui, la moitié des agriculteurs de notre pays qui s'installent dans notre pays, sont hors cadre familiaux. Ils n'ont pas Mhm. d'actifs. Donc se pose la question du financement, du renouvellement des générations aujourd'hui et de la flexibilité qu'on peut apporter, sans garantie caution nantissement, c'est ce qu'on fait. Mhm. Flexibilité dans les remboursements, faire des longs différés, c'est ce qu'on fait. Et comme on regarde vraiment la qualité de l'entrepreneur et du projet, et moins, on va dire surtout sur un projet d'installation-création, l'historique des parents, etc. On permet justement une hybridation, une mutualisation des risques aussi avec la banque. Transition économique, multiplication des business models, énergie renouvelable, stockage de carbone, production de biodiversité, transformation à la ferme, distribution, hébergement, etc. Tout ça est très capitalistique et l'agriculture est un secteur, le financement de l'agriculture, qui a doublé en l'espace de 15 ans. Donc très très capitalistique. Et les banques ne peuvent pas tout seules. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Et transition écologique, un agriculteur aujourd'hui qui change de modèle, qui souhaite passer en bio, par exemple, il faut savoir que c'est un peu la triple sanction pour lui. Premièrement, euh, il va avoir des rendements qui vont baisser. Le temps de la montée en compétences agronomiques et qui va nécessiter donc des investissements plutôt immatériels qui seront liés à un accompagnement technique à la transition. Et puis trois, en plus de ça, pendant les 3 premières années, il va continuer de vendre ses produits au prix du conventionnel, hors bio. Donc, il baisse en rendement, il doit investir et il vend pas ses produits en plus au prix du bio. Qui finance les 3 années de trésorerie? Et alors là, c'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que cette prise de risque que prend l'agriculteur, souvent, elle est pas
très très bien accompagné par les banques parce qu'il s'agit en réalité de dire je te file du cash maintenant et tu me rembourseras, tu commenceras dans 3 ans ou dans 4 ans. Et cette flexibilité est plus compliquée à assumer. Et donc c'est là aussi que Mimosa peut arriver pour compléter, Mmh. prendre ce risque-là aussi avec des consommateurs et des citoyens qui souhaitent placer même de manière minoritaire, 50 euros, 100 euros, mais là, les centaines de personnes qu'on mobilise autour d'un projet font tout de suite des collectes de plusieurs centaines de milliers d'euros pour soutenir un projet. Et c'est là où on peut, nous, donner aussi du sens et l'impact à notre épargne, tout en mesurant notre risque. On est là, Mimosa, aussi en tant que tiers de confiance pour sélectionner les projets. Hein. Moins de 10% des projets qui se présentent à nous sont acceptés et publiés sur la plateforme en crédit, donc c'est très peu finalement. Euh, et c'est la qualité en même temps de sélection qui prime, bien évidemment. Et donc cette transition-là aussi nécessite une plus grande flexibilité dans les financements. Et enfin, il y a une transition que j'ai pas évoquée tout à l'heure, mais qui est aussi une transition numérique. Les agriculteurs aujourd'hui sont la catégorie socio-pro la plus connectée à Internet. Ça se sait pas, mais là je vais reprendre ma casquette de cofondateur de la Ferme Digitale, qui est une association qui regroupe une cinquantaine de membres dédiés à l'agriculture connectée, à l'agtech. Et 90% des agriculteurs sont connectés à Internet et 84% d'entre eux utilisent Internet à titre professionnel. Donc un agriculteur qui bosse en moyenne 80-90 heures par semaine, crois-tu qu'il a envie de se faire des process sur son financement aujourd'hui en 2021 qui durent 2 à 3 mois pour Mmh. bénéficier de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour accompagner son projet de développement? La réponse de plus en plus est non. Donc Mimosa offre à la fois la flexibilité, la dématérialisation, la simplicité, la rapidité, et c'est là où finalement on est très complémentaires avec les banques, puisque on le voit sur des collectes inférieures ou égales à 100 000 euros, de plus en plus Mimosa est une alternative Mmh. aux banques pour ces sujets de simplicité, rapidité, marketing, acquisition de clientèle en ligne, etc. Et sur les collectes supérieures à 100 000 euros, on est quasi systématiquement en cofinancement bancaire. Mimosa est plutôt sur du court moyen terme. Donc les épargnants perçoivent le produit de leur épargne sur des durées de 2 à 5 ans, OK. à des taux qui sont plus élevés que ceux des banques, puisque c'est sans garantie caution et nantissement, donc 3,5-4%. Là où les banques sont imbattables sur le moyen long terme, à des prix à 1-1,5%. Et donc, c'est pour cela que je dis que l'avenir, en réalité, est à l'hybridation des financements. Mmh. Nos atouts commencent là où ceux des banques s'arrêtent, quoi, d'une certaine, ou là où il y a les limites bancaires, qui sont liées à leur structure, au poids de la réglementation qui pèse sur elle également. Donc nos atouts sont simples, rapides, flexibles et inclusifs communication. Et nos atouts, nous, s'arrêtent là où ceux des banques commencent, c'est-à-dire un prix extrêmement bas, côté bancaire traditionnel, et des durées très longues où on ne va pas, nous, à la fois pour une question de contraintes réglementaires, on est contraint par les 7 ans maximum, et D'accord. deux, parce que les épargnants particuliers ne souhaiteraient de toute façon pas ou très peu positionner et séquestrer leur argent sur des durées trop trop longues. Ils aiment bien aussi des placements court moyen terme. Plus c'est long, moins ça les intéresse aussi, quoi. Voilà. Et à quoi ça sert à financer, alors, pardon, je vais reformuler la question, mais ça sert à financer quoi plutôt? Les projets sur Mimosa, on a parlé un peu d'une transition bio, de l'importance d'avoir du capital aussi aujourd'hui, enfin une agriculture de plus en plus capital intensive, entre guillemets. Est-ce que tu Mm. aurais des exemples, des projets dont tu veux nous parler pour qu'on on visualise un petit peu? Ouais, alors en fait, il y a différents trucs. Donc déjà, on accompagne toutes les filières de production, que ce soit la viticulture, l'élevage, l'apiculture, le maraîchage, etc. On accompagne aussi beaucoup de projets dans les énergies renouvelables, la méthanisation, le solaire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On accompagne tout type et taille de structure, petit, moyen, grand. Et aujourd'hui, on accompagne bien évidemment les projets de transition, comme je disais, sociale, économique et environnementale. Après, derrière, dans les sous-jacents qu'on finance, c'est très variable.
Mais en même temps, c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on peut financer de l'immatériel, de la trésorerie, besoin en fonds de roulement traditionnels. On peut financer des cheptels, des vaches, cheptels d'abeilles, par exemple, aussi. On finance du matériel agricole, que ce soit des herses, des serres, des ruches. Euh, on finance du bâtiment agricole, stabulation, c'est-à-dire la maison des vaches, pour faire simple. On finance de la croissance, c'est-à-dire du foncier agricole aussi, sur des entreprises agricoles qui peuvent grossir et acquérir des exploitations complémentaires à leur activité. Donc, on est vraiment présent sur tous les sous-jacents et on est présent aussi sur tout stade de vie, c'est-à-dire l'installation et la reprise d'entreprises agricoles, c'est à peu près 20-25% des projets que nous accompagnons et dans les 75-80% des projets qu'on accompagne, ce sont soit des projets de diversification au sens du modèle économique, hébergement, transformation, distribution, méthanisation, voilà, mais également des projets de transition vers un modèle plus durable, respectueux de la planète et de son vivant. Donc vraiment tout stade de vie, tout sous-jacent, c'est très très variable. Euh, Si je devais te donner une tendance, je te dirais que l'élevage représente peut-être 25% des projets qu'on accompagne. Mais l'élevage, c'est large, hein. Il y a l'avicole, il y a le porcin, il y a le bovin, il y a le bovin viande, le bovin, on va dire, lait traditionnel. Donc, c'est assez large. Mais donc, c'est plutôt un peu plus de projets d'élevage, c'est vrai. Mais voilà, après, sur le reste, c'est extrêmement varié. Et typiquement, tu vois, par exemple, te donne un exemple, là, on accompagne on va le mettre en ligne, je crois, la semaine prochaine, un projet à 700 000 euros. Donc Mimosa est capable de financer des projets de plusieurs centaines de milliers d'euros de manière extrêmement rapide. Souvent, le moins de 100 000 euros, c'est quelques heures. Wow. Le 100 000 à 500 000 euros, c'est entre 2 et 5-6 jours. Un projet à 700 000 euros, ça va peut-être se faire en une dizaine de jours. Donc ça va aller très très vite. Et c'est un très très beau projet qui est en Normandie. C'est la plus grande exploitation de lin textile. Donc la ferme de Normandie qui passe chez nous pour la troisième fois. Donc il a déjà levé 200 plus 400 et désormais 700. Donc ils auront 1 300 000 euros en encours chez Mimosa, et qui finance justement son accroissement. Il faut savoir que la France est le premier producteur mondial de lin textile. Donc la Normandie est la première région mondiale. Et donc cette ferme de Normandie, qui est la plus grande française, est en réalité la plus grande ferme de lin textile au monde. Et il a basculé son cahier des charges de production dans des normes d'excellence. C'est ce qu'on appelle le label, la certification haute valeur environnementale, HVE 3. Donc il a une ferme qui est extraordinaire d'un point de vue respect de la biodiversité et environnement. Et en plus, il a basculé déjà, me semble-t-il, quasiment 30% de ses surfaces en agriculture biologique. Donc c'est une très très belle ferme. Donc on finance son développement, 700 000 euros. Et il faut savoir que c'est un gros enjeu de souveraineté aussi en France sur le lin, puisque historiquement, jusqu'aux années 70-80, la France a aussi transformé le lin par des filatures qui étaient en France. Avec la mondialisation et la place dominante de la Chine, la folie que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous exportons notre lin en Chine, Hmm. qui est transformé dans des filatures et réimporté en France par de la fast fashion ou autre, en réalité, mais l'empreinte écologique du bordel, c'est hallucinant. Alors Hmm. que la matière première est produite en France. Et donc, il y a un enjeu qui est très important. On voit, et nous, on a financé aussi une entreprise de transformation qui s'appelle Velcorex, extraordinaire, avec une filature qui est en partenariat avec une coopérative qui s'appelle Cop de Lin en France, extraordinaire. Terre de Lin, pardon, et qui travaille avec les producteurs français. Donc c'est pour ça que nous, on est à la fois sur l'amont et sur la transformation en lien avec l'agriculture. Et donc on a financé à la fois le Vercorex et on finance aussi limite
son producteur, son fournisseur qui est la ferme de Normandie. Donc voilà un exemple, mais tu en as plein. J'invite tous tes auditeurs à consulter la plateforme sur les prêts rémunérés ou sur le don et contrepartie, on n'a pas trop parlé, mais ce sont 150 nouveaux projets par mois sur tous les territoires et c'est extraordinaire toute l'énergie qui est déployée aujourd'hui par les consommateurs à travers Mimosa. C'est 300 000 personnes, dont 20 000 nouveaux utilisateurs par mois qui financent ces projets-là. Et tu avais parlé aussi un peu en introduction sur le financement participatif, qui est donc le don avec contrepartie, le crédit et aussi toute la partie actionnariat. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi chez Mimosa? Alors, ce n'est pas quelque chose que nous faisons actuellement, c'est quelque chose que nous ferons, Ok, mais que nous ne faisons pas. J'ai volontairement pas priorisé ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le capital, enfin, on va dire l'equity ou les obligations convertibles en actions, ou même les obligations simples que nous avons et que nous pratiquons, mais on va dire les titres financiers, le fait d'émettre un titre financier en France est permis que par des sociétés par action, des sociétés commerciales, donc on va dire plutôt des sociétés anonymes ou des sociétés par action simplifiées, des SAS. On mhm, peut émettre ce qu'on appelle en France aussi des mini-bons, des titres de créance, mais ce sont par exemple des sociétés à responsabilité limitée. Donc SA, SARL, SAS peuvent émettre mini-bons, obligations simples, obligations convertibles, capital, sauf que 70% des statuts juridiques en agriculture en France, ce sont ce qu'on appelle des sociétés civiles agricoles, qui n'émettent pas de d'accord. titres financiers. C'est Eh une oui. règle, c'est de la gouvernance qui est différente, etc. Et puis en plus de ça, l'agriculture a un rapport au capital qui est un peu plus particulier. C'est vrai que les agriculteurs souhaitent rester chez eux, euh, et, euh, et donc, nous, en adressant le sujet de la transition agricole par la voie des exploitations agricoles, c'était pas prioritaire de lancer ça. Pour autant, aujourd'hui, notamment par des entreprises dites de l'agtech, de la foodtech, qui sont des SAS, qui font des levées de fonds, mais également par des entreprises dans le biogaz, dans le solaire. On est souvent interpellé désormais en tant que leader, 80% de part de marché sur la verticale agriculture-alimentation, pour faire évoluer nos financements, aussi pour leur adresser une solution, leur permettant aussi de capitaliser sur notre image, sur notre très grande communauté et sur notre expertise. Et donc, dans les prochaines semaines, mois, euh, on va ouvrir aussi ces instruments de financement, notamment pour ces sous-parties, c'est-à-dire plutôt environnement start-up, plutôt pour environnement énergie renouvelable, ou plutôt pour environnement transformation, mais les exploitations agricoles ne passeront jamais par ça. Voilà. Florian, je te remercie infiniment pour toutes les réponses que tu as pu apporter à mes questions, les précisions à la fois sur le financement de l'agriculture, le financement participatif. Et alors, j'invite bien évidemment tout le monde à aller sur la plateforme Mimosa, déjà regarder un petit peu ce qui s'y passe, et puis pourquoi pas y mettre aussi quelques euros si l'envie vous prend. Moi, je te dis vraiment bravo pour tous ces projets. Merci. Et puis encore merci d'être venu au micro d'Osée. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Jean-Philippe. Passe une belle journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez!